nous allons passer justement à peut-être cette préparation du cahier des charges, d'avoir cette préparation, mais aussi j'ai bougé mon micro, je ne sais pas si on continue de l'entendre correctement. C'est vrai que sur la première table ronde, on a parlé de l'implantation, de choix du cœur, etc. Mais le parcours du combattant reste quand même long, hein, puisque effectivement, il y a tout un sujet autour des infrastructures, des pôles d'excellence. Alors le choix peut être compliqué aussi d'aller justement vers autour de tel ou tel centre de recherche, centre de formation. D'évaluer aussi l'écosystème à proximité. On a parlé d'économie circulaire presque tout à l'heure, et où ça, et je l'ai dit en introduction, mais les startups industrielles sont quand même les entreprises qui font le plus appel à l'écosystème local. La qualité de vie du territoire, parce qu'à un moment donné, il va falloir aussi, pour continuer de passer à l'échelle et passer les étapes, recruter des talents. Ça va aussi avec le cadre de vie. On a parlé de la disponibilité du foncier, mais effectivement, voilà, il y a toute cette acceptabilité aussi des projets, ce montage avec lié à l'industrie, l'ensemble des normes parfois où il faut s'y retrouver, et puis se projeter, parce qu'une première implantation certes, mais la croissance peut être rapide, et donc il faut aussi trouver des sites qui permettent d'absorber cette croissance. Pour en parler au fur et à mesure, hein, on va peut-être faire les présentations, puis je vous laisserai dire un mot sur vous-même. Mais pour commencer, Véronique Lemoine, vous êtes responsable de l'innovation Île-de-France et marché entreprise pour le CIC. Et dans le cadre du déploiement première usine, quel accompagnement financier, alors peut-être à différentes étapes, mais justement peut-être plus précisément dans le cadre de cette, entre guillemets, traversée du désert qui est parfois pas facile à appréhender, quel accompagnement justement vous proposez aux entreprises innovantes pour leur première implantation et leur expansion? Alors, du coup, au CIC, pour pouvoir après répondre à votre question, on a structuré l'accompagnement de l'innovation, mais de l'innovation terrain, hein, donc des startups, hein, pas créer des nouveaux produits, en formant et en acculturant des chargés d'affaires, et donc qui comprennent, qui parlent le même langage que la startup, et qui arrivent à comprendre en fait le cycle de développement des startups et des startups industrielles. Donc CIC, crédit industriel et commercial. Donc vous avez deux mots importants dans ça, c'est crédit. On vous donne de l'argent quand même. Enfin, on vous prête de l'argent, on vous le donne pas, on vous prête de l'argent. Et puis industriel, parce que de tout temps, le CIC a accompagné les industriels. Et donc, en fait, quand la start-up industrielle arrive chez nous, alors, pour rebondir sur la table ronde précédente, clairement, aujourd'hui, les industries en Île-de-France, c'est quand même beaucoup de l'industrie d'assemblage, de stockage. Il y a peu aujourd'hui d'industries qui ont besoin de grands espaces. Dès qu'ils ont besoin de grands espaces, clairement, la R&D reste en Île-de-France et l'usine est créée hors Île-de-France. On a eu pas mal de dossiers, d'exemples comme ça. Donc, quand elle arrive chez nous, en règle générale, elle a déjà développé son concept, et elle passe dans cette phase de commercialisation, d'industrialisation, d'assemblage, de vente. Et donc, en règle générale, elle a déjà eu les subventions nécessaires, elle a déjà fait la levée de fonds nécessaire pour aller plus loin. Et donc, bien évidemment, nous, on va compléter ça par une dette bancaire. Et c'est assez simple, en fait, parce que quand une start-up arrive chez nous, en règle générale, elle ne gagne pas d'argent, elle va en perdre pendant encore 2-3 ans. Donc, le banquier, il se dit « waouh !» Et c'est pour ça qu'on les a acculturés. Et donc, en fait, nous, on va regarder 5 critères qui vont être très simples. On va déjà regarder les porteurs de projet. Pour nous, c'est fondamental. Qui vous êtes, comment vous allez réagir face aux difficultés, etc. Et donc, c'est hyper important. Quelles sont vos complémentarités? La deuxième chose, on va regarder le haut de bilan. Ensuite, on va regarder la trésor. On va regarder le cash burn, et ensuite le break-even. C'est comme ça. Bien évidemment, le produit, forcément, mais ça pour nous, c'est le base. Après, voilà comment on va brosser le dossier.
Et aujourd'hui, eh bien, on accompagne, on veut accompagner de plus en plus de startups industrielles dans la complémentarité de la levée de fonds et des subventions obtenues. Pour vous donner un petit ordre d'idée, on va aller jusqu'à à peu près 50% de dette bancaire par rapport à la levée de fonds que vous avez faite. Merci beaucoup pour ce témoignage. Alors justement, pour passer à l'échelle, il y a souvent des effets de seuil. Alors auprès des acteurs publics également, on ne rentre pas toujours dans les cases et c'est parfois compliqué de satisfaire à tous les critères. Justement, Yali Jeanne Camara, comment lors de ces différentes étapes, comment on rentre déjà un projet? Et comment on peut contourner potentiellement ces barrières liées aux effets de seuil en sécurisant le maximum les risques, en travaillant peut-être sur des choses qu'on n'avait pas forcément envisagées. Peut-être qu'on a beaucoup parlé, on va beaucoup penser à la R&D, à la communication, à lever des fonds, etc. Mais première usine, ça pose quand même d'autres questions. En effet, merci Camille. Et je suis ravie d'être là aujourd'hui. À l'instar, effectivement, de l'aquarium et du poisson, donc de la caisse d'épargne et de la BPI, WTW est pas connu, en fait, sur le marché de la start-up. C'est-à-dire que, pourtant, on est très présent. On est un cabinet de conseil avant tout, et je le précise fortement, et un cabinet de courtage aussi. Cabinet de conseil parce qu'on accompagne aujourd'hui des entreprises, donc de la start-up à des grands groupes, dans le cadre de leurs risques, puisque aujourd'hui on va parler risques financiers. Et effectivement, les start-up aujourd'hui, quand on vous parle risque financier, vous pensez à levée de fonds, etc. Mais il y a un vrai sujet pour vous qui est l'assurance. L'assurance aujourd'hui de vos biens. Donc on est sur un sujet qui est quand même fort, puisque tu l'évoques, l'industrialisation. Demain, si on part sur de l'industrialisation, il y a quand même pas mal de sujets. Le premier, donc, le type d'industrialisation. Donc, soit on est sur de la fabrication, soit on est sur du stockage, ou soit on est sur de l'assemblage. Et comme tu le disais aussi, Véronique, en région, on est plus sur des sujets de stockage et d'assemblage, en fait. Effectivement, quand on va rentrer dans le cœur du sujet, on va devoir, effectivement, aller sur de la fabrication pure, on va sortir peut-être un peu des régions. Donc, une fois que ça s'est dit, aujourd'hui, chez Willis, comment on fonctionne? On va prendre pas mal d'enjeux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez tous, et vous le savez tous, on a des sujets climatiques qui sont présents. Donc demain, quand vous allez devoir construire votre usine, c'est un paramètre essentiel à avoir, le positionnement de votre usine. Donc nous, dans notre rôle de conseil, aujourd'hui, Willis, en fait, donc Willis Towers Watson pour WTW, est le premier employeur d'actuaires au monde. Ce qui veut dire que quand on accompagne nos entreprises, c'est de pouvoir aussi leur donner de la visibilité. C'est-à-dire que demain, vous allez mettre une usine à un point A, on est capable de vous dire que dans 2 ou 3 ans, ou 4 ou 5 ans, potentiellement, on aura des risques d'inondation. Quelles sont les conséquences pour vous? Inondations, tornades, etc. Puisque maintenant, en France aussi, nous sommes confrontés à cela. Donc, ça veut dire comment nous, on va travailler là-dessus pour sécuriser votre risque au maximum. Ça passe par des assureurs, parce que nous, on n'est que courtier, conseil et courtier. Pour autant, quand on parle start-up, on est sur des activités très innovantes. Et malheureusement, les assureurs ne sont pas encore, on va dire, très présents là-dessus. Ils commencent à y aller, mais quand on arrive avec des activités innovantes, là-dessus, c'est là où on interviendra pour pouvoir leur présenter vos métiers, expliquer ce que vous allez faire, comment vous allez faire, quel est votre business plan, et derrière, trouver une solution pour que demain, mine de rien, avoir une attestation d'assurance dans vos métiers est primordial. Et surtout, quand je parle de risque financier, si vous n'avez pas une assurance liée à l'industrialisation demain, finalement, c'est un gros risque aussi pour vous, puisque derrière, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas le blanc-seing. Concrètement, vos machines, il faut les assurer. Votre chiffre d'affaires, très important aussi, il faut le couvrir, puisque demain, si vous avez un incendie ou autre, ce n'est pas pris en charge. Donc, nous, on vient vous accompagner sur cette phase très en amont, et c'est hyper important pour vous. On va se positionner dans un langage un peu dur, qui est l'AMO, donc l'assistance à maîtrise d'ouvrage, où on va être vraiment votre renfort et on va travailler avec l'ensemble des acteurs qui seront sur votre projet pour pouvoir bien comprendre comment ils vont construire votre usine, et surtout de dire, attention là-dessus, vous allez être en zone, on l'avait évoqué, en ICPE. Donc, l'ICPE, c'est des installations classées pour la protection de l'environnement. Donc, il y a des garanties aussi à prendre et qui sont obligatoires pour vous en tant qu'industriel. Donc, c'est tous ces sujets-là sur lesquels on va pouvoir avancer avec vous. Et au pas à pas, et puis surtout, donner un blanc-seing à l'ensemble du marché d'assurance, en fait.
puisque si on arrive et que vous avez mis en place des solutions mais qui ne correspondent pas à l'état du marché, vous allez avoir du mal à vous assurer. Vous trouverez peut-être une solution, mais à un tarif complètement démesuré et qui plus est sur des marchés qui ne seront pas français. On devra aller les chercher en Angleterre. Donc voilà, donc nous, notre rôle, donc au sein de French Tech, on a rejoint aussi French Tech parce que c'était important pour nous, puisqu'on accompagne aussi les industriels, comme je le disais en start-up, parce que French Tech Grand Paris, French Tech Paris-Saclay ont besoin d'avoir aussi ce discours-là. On parle beaucoup de levée de fonds. C'est vrai, c'est très important dans vos métiers, mais si vous allez en industrialisation, le risque financier sur la partie assurance est primordial pour vous. Merci beaucoup. Alors effectivement, on parlait de financement, on parlait de risque foncier. Alors il y a aussi la capacité à faire des bundles avec toutes ces normes et ces contraintes, puisque par exemple, suivant votre cahier des charges, si vous allez prendre à bail ou si vous allez déposer vous-même un permis de construire et être propriétaire du foncier, c'est une possibilité aussi. Vous allez avoir des autorisations d'urbanisme à déposer. Et dans ces autorisations d'urbanisme, forcément, on parlait tout à l'heure de l'intégration dans l'environnement urbain. Forcément, vous allez avoir et alors on est très fort là-dessus aussi pour tous ces acronymes fantastiques entre ICPE, PPRI, etc. Mais globalement, vous allez avoir toute une série de justifications pour les risques, donc les équipements classés, les installations classées pour la prévention la prévention de l'environnement, la prévention des risques d'inondation, plan de prévention des risques d'inondation, etc., etc. Donc ça, c'est pareil. Les villes, les collectivités, les territoires vous accompagnent là-dessus, mais la réflexion le plus en amont, et si vous la faites le plus en amont possible, vous pouvez aussi avoir une certaine économie de temps passé entre les risques liés aux assurances et aux autorisations d'urbanisme. Mais il n'y a pas que ça, il y a le sujet des fonds propres également. Et justement, le renforcement des fonds propres, c'est un projet crucial quand même, puisqu'effectivement, on a des aides pour franchir ces effets de seuil, apporter des garanties que l'on n'a pas forcément à un instant T, mais ça n'empêche pas d'y travailler. Alban Nenner, vous êtes directeur d'investissement Innovacom. Peut-être que vous pourriez nous parler de quelques scénarios que vous avez pu rencontrer avec des startups et quelques exemples. Oui, bonjour à tous et merci de me recevoir aujourd'hui. Effectivement, je travaille chez Innovacom. Innovacom, on est un fonds d'investissement spécialisé dans les deep tech et les startups industrielles. Ça fait un peu plus de 35 ans qu'on fait ça. On a investi plus d'1 milliard d'euros dans plus de 300 startups, dont une bonne cinquantaine de startups industrielles. Donc, on investit à la fois dans le hardware et le software, et puis aujourd'hui, l'un ne va pas tellement sans l'autre. On gère plusieurs types de fonds. On est un acteur plutôt early stage dans la deep tech et les startups industrielles. On investit différents types de fonds qui font des investissements en seed, en série A et en série B, sur des tickets d'investissement qui peuvent aller de 500 000 euros à 6-7 millions d'euros. Et Madame Dublanche l'a évoqué tout à l'heure, et ça a été annoncé à Vivatech par Madame Pécresse. On a été mandaté par la région Île-de-France, que j'en profite pour les remercier, pour gérer un fonds pour leur compte qui s'appelle Île-de-France Réindustrialisation, qui a vocation à investir dans des startups industrielles et qui ont le désir à court moyen terme de développer un site industriel en Île-de-France, des tickets qui ont de 500 000 à 3 millions d'euros en co-investissement avec d'autres acteurs privés, et avec comme vocation de développer des technologies qui favorisent la décarbonation de l'économie et l'industrie. Donc les fonds propres, c'est quelque chose d'existentiel pour une start-up. C'est pas au public que j'ai devant moi que je vais l'apprendre. C'est d'autant plus important. Donc les fonds propres, quand on parle de fonds propres, le seul moyen de les renforcer sur une startup qui ne fait pas ou peu de chiffre d'affaires et qui est pas rentable, c'est de lever des fonds. Et ça l'est d'autant plus important pour les startups industrielles qui, au contraire de ses consoeurs dans le digital ou le logiciel, qui peuvent faire du chiffre d'affaires beaucoup plus rapidement, de façon linéaire ou exponentielle, la courbe de chiffre d'affaires d'une startup industrielle, c'est longtemps flat avant d'avoir sa première usine, puis après, on espère que ça explose. Du coup, on a besoin de faire réaliser au moins 2 voire 3 levées de fonds successives avant d'arriver... Avec un niveau d'investissement première usine qui est aussi tout autre par rapport à
startups. Ouais, exactement. Pour les chiffres qui sont sortis, je crois que c'était BP qui les a publiés il n'y a pas si longtemps. Le coût moyen d'une première usine en France, c'est entre 40 et 50 millions d'euros. Aujourd'hui, un investisseur privé, il va pas mettre 40 ou 50 millions d'euros du jour au lendemain sur la table. Et du coup, il y a des étapes à franchir pour les startups industrielles. Il y a souvent le site qui va permettre de financer un démonstrateur ou un prototype industriel. Là, on va franchir le risque et le risque R&D de la société. Après, on va passer sur une série A qui peut faire une dizaine de millions d'euros pour venir développer une première ligne pilote et venir confronter la société à ses premiers clients qui disent si vous arrivez à les sortir en gros volume, moi j'achète. Et donc c'est toutes ces étapes successives qu'il faut réussir à faire pour une startup industrielle, qui est effectivement long et coûteux. Mais nous, on s'attache à le faire avec différents fonds qu'on gère chez Innovacom. Un exemple que j'ai et que je pourrais citer, on accompagne depuis 2014 une société qui s'appelle Iten, qui développe des micro-batteries. On est rentré du coup en 2014, il n'y avait pas grand-chose. On a fait une première levée de fonds de 2 millions d'euros pour financer un premier prototype. En 2019, on a financé la ligne pilote, donc c'est quand même long, il y a eu 5 ans. Et il y a 18 mois, elle a réussi à faire une levée de fonds de 140 millions d'euros, dont 70 millions en equity, pour réussir à implanter sa première usine. Donc voilà, c'est le parcours est long et les fonds propres sont existentiels. Évidemment, pour financer la société, parce que c'est une de ses premières sources de financement, et puis pour répondre à des ratios prudentiels bancaires qui permet après de venir leverager notre investissement. Mais ça, Véronique en parlera sûrement mieux que moi. Justement, Véronique, je vous vois opiner du chef. Oui, parce qu'effectivement, c'est comme tu le disais, en règle générale, la start-up, elle gagne pas d'argent, donc voilà, il faut qu'elle se finance différemment. Donc c'est le premier point qu'on va regarder. Quand je vous parlais tout à l'heure du haut de bilan, c'est effectivement ça, les fonds propres, et que ça soit pour nous, mais que ça soit pour la BPI ou tout autre établissement bancaire, c'est le première chose que l'on va regarder. Puisque de toute façon, en termes de dette bancaire, on n'ira jamais au-delà de 1 pour 1, c'est-à-dire que 1 euro de fonds propres donne 1 euro de crédit. Et ça, c'est la base. Mais c'est pareil aussi pour les subventions. Il faut faire attention. Les subventions de la BPI, c'est exactement la même chose. Quand vous allez chercher vos bourses, etc., c'est aussi ça. Donc, pour nous, c'est fondamental. Et si vous voulez aller plus loin, c'est la première chose qu'il faut regarder et qu'il faut construire. Après, tout à l'heure, ce que je vous disais par rapport à la levée de fonds, donc on peut effectivement abonder jusqu'à 50% du montant de votre levée de fonds quand vous faites une levée de fonds. Bien évidemment, quand on fait une levée de fonds de 140 millions, ça fait 70 millions, si je calcule bien. Forcément, là, on va commencer à être en cofinancement, aller chercher. D'ailleurs, souvent, on cofinance avec la BPI, mais avec d'autres établissements bancaires. Et c'est souvent le cas. Ne vous fermez pas quand vous allez commencer à aller sur votre première usine. Ne vous fermez pas. Il faut absolument interroger les établissements bancaires qui, je ne citerai pas, mais avec qui nous travaillons nous aussi régulièrement, parce que sur des gros dossiers, bien évidemment, on est tout le temps en cofinancement. Ça, je pense que c'est important parce que plus vous irez chercher de la dette, moins vous donnerez de pourcentage de votre boîte à vos copains d'à côté. La preuve par l'exemple, Enzo Balestra, vous travaillez auprès du CTO d'Innovafeed, et Antoine Fourcade, vous êtes fondateur et CEO de Sirius Space. Sans ordre de passage, encore que ça y est, c'est choisi. Vous avez vécu ces parcours, peut-être que ça fait écho à la première table ronde également. Est-ce que vous pourriez nous parler justement de votre expérience en matière d'implantation, des réussites, on va voir le verre à moitié plein, peut-être des écueils aussi que vous avez traversés pour justement éviter à certains dans cette salle de les rencontrer aussi. Oui, bonjour à tous. Ce que je vous propose peut-être déjà, c'est, parce que ça vous aiguillera aussi dans la compréhension de mes réponses, peut-être vous présenter rapidement ce que fait Innovafeed. Donc Innovafeed, c'est une société qui vise à faire des ingrédients à haute valeur ajoutée à partir de coproduits à basse valeur ajoutée. Et pour faire cela, on utilise la nature, on utilise l'insecte, la mouche soldat noir, pour être plus précis. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on nourrit nos mouches avec des coproduits agricoles ou des déchets disponibles. Ces mouches viennent se nourrir, on récupère ces mouches,
puis on en extrait du coup les nutriments qui ont de la valeur sur le marché de l'alimentation animale. On en fait donc de la protéine, on sort de la farine de protéines, de l'huile et des engrais. Et c'est assez important, et aussi dans les réponses aussi, ça aiguillera aussi votre compréhension, parce que du coup, c'est effectivement une industrie nouvelle, innovante. Quand on parlait d'innovation et de couvrir des risques qui sont peut-être pas forcément couverts, ou rencontrer des normes qui existent soit pas du tout, soit qu'il faut adapter par rapport aux normes existantes, parce que le marché n'existe pas encore. On y reviendra, je pense, tout à l'heure, mais là, on est en plein dedans. Et en termes d'implantation, effectivement, on est passé par les différentes étapes. Donc, on a commencé par une phase R&D au Génopole d'Evry. La société a été créée en 2016. Ensuite, on est passé par une phase pilote, donc la création d'un site de quelques tonnes de production, avec pour vocation donc, de dérisquer la technologie à une échelle qui commence déjà à produire des tonnes. Donc, on commence à avoir du produit. Et aussi valider l'intérêt marché en commençant à sécuriser des volumes. Et puis par la suite, il arrive du coup l'usine industrielle qu'on appelle First of a Kind chez Innovafeed, mais c'est un concept qui revient pas mal. C'est du coup le déploiement à l'échelle de notre modèle, et c'est là où du coup on vient démontrer toute la puissance du modèle, puisque c'est produire avec profit à l'échelle nos produits et rencontrer le marché à l'échelle, donc à une échelle commerciale. Et effectivement, on rencontre, selon ces différentes étapes, des challenges assez différents. Et quand on parlait de fonds propres, on en reviendra peut-être tout à l'heure après, donc je vous détaillerai peut-être ça un peu plus tard, mais les leviers qu'on vient actionner pour financer ces différentes étapes ne sont pas les mêmes. On ne vient pas solliciter les mêmes types d'acteurs, parce que selon les différentes étapes, effectivement, les tickets d'entrée ne sont pas les mêmes. Donc on vient solliciter des acteurs qui ont des visions à la fin, qui ont des visions plus long terme, puisque effectivement, même dans les phases commerciales, on a toute une phase de ramp-up de nos volumes, donc phase pendant laquelle on n'est pas encore rentable. Néanmoins, il faut financer à la fois nos équipements, nos usines, les personnes qui travaillent dans nos usines. Donc, on a un fort besoin d'investissement. Donc voilà, je vais m'arrêter là, je vais laisser... Merci. Donc moi, je suis un des cofondateurs d'une startup qui s'appelle Sirius Space Services. Donc on la lance en avril 2020, en plein Covid, et on fait des lanceurs de satellites. Donc ça fait rêver, mais pas forcément les financiers au départ, comme c'est très long et la rentabilité est très lente à atteindre. Donc on fait de l'industrie et on a commencé justement, notre premier laboratoire était ici chez Accélère, où on a monté nos premiers bancs d'essai. Comme un des points très importants de nos lanceurs, c'est le moteur qui va propulser la fusée. Et donc, on avait tout de suite, on va parler beaucoup d'ICPE, mais de contraintes réglementaires pour être capable de réaliser tous ces essais en toute sécurité pour nos collaborateurs. Et donc, on s'est rapidement implanté donc au sein d'Accélère, donc l'accélérateur du groupe Air Liquide, où on a pu ouvrir notre premier banc d'essai, un petit banc d'essai qui nous a permis de valider le concept. Et à la suite de ça, il a fallu commencer à monter en taille et en échelle et commencer aussi à internaliser les outils de production pour réaliser nos pièces. Comment on utilise notamment beaucoup la fabrication additive métal chez Sirius. Et c'est un procédé qu'on a tous entendu parler. Mais par contre, pour fabriquer des pièces en série, en petite série ou en grande série, et sur des alliages un peu particuliers, ça n'existe pas. Donc, il faut aussi faire les investissements en machine. Et donc, on a dû rapidement aller chercher des leviers bancaires, notamment de la subvention. La région Île-de-France aussi a su nous accompagner pour être capable de financer ses premiers actifs. Donc, on a commencé un premier laboratoire, 70 mètres carrés, dans un bâtiment qui est juste à gauche, où on a commencé à prototyper un premier banc d'essai, aucun outil productif. Et à la suite de ça, on a validé qu'on avait un premier concept de moteur et il a fallu commencer à penser à monter en échelle. Et donc, on a commencé à se poser les questions de comment on allait faire plus grand. Et donc, on a décidé de diviser la partie industrielle de Sirius en 4 grandes parties. La première partie, le laboratoire, on l'avait passé. La deuxième partie, on n'avait pas les moyens financiers pour aller faire directement une grande usine de 5000 mètres carrés, d'investir 50 millions sur le bâtiment. Et donc, il fallait dérisquer. Et donc là, on s'est dit qu'on allait ouvrir une petite usine, 1000 mètres carrés, et on allait mettre nos premières machines. À la suite de ça, on ouvrait une première usine pour commencer à fabriquer nos lanceurs et valider que nos lanceurs marchent et être capable de les lancer dans un premier temps. Et enfin, on aurait une quatrième usine qui serait l'usine de production finale où là, on va faire la montée en cadence du lanceur. Aujourd'hui, on est à notre deuxième usine et on est en train de penser à la troisième usine. Et donc, sur cette deuxième usine, on a vraiment pensé au schéma industriel, aux commandes à aller produire le lanceur, l'implantation aussi, qui est un très gros sujet pour nous. On recrute énormément, on recrute 6 personnes par mois actuellement. Donc, il faut être capable de faire venir les collaborateurs dans l'usine.
mais aussi comment on implante des machines. Comme on a des gens, des ingénieurs, beaucoup, notre politique, on a une grosse population d'ingénieurs, et on a des machines qui font du bruit, qui sont on a de la poudre, donc de la particule, on a de l'huile de coupe, et comment on fait cohabiter déjà tout le monde dans cette même usine pour qu'on puisse produire et on puisse travailler en même temps. C'est pas simple, comme les problèmes de bruit sont des vrais sujets. À côté de ça, on va avoir beaucoup de gaz dans l'usine. Alors comment on va être capable de mettre en place le gaz, les problématiques ICPE, et à quel moment on va déclencher les différents seuils ICPE qui sont de plus en plus contraignants. Donc c'est pour ça qu'on a fait une première usine où on a commencé à prototyper et on a pu vraiment tester le schéma industriel autour du moteur notamment, comment on allait fabriquer notre moteur, comment on allait qualifier une machine de fabrication additive et comment on allait commencer à faire de la série. Et maintenant, on a tous Retex, on a passé plus d'1 an dans cette usine, on est en train d'ouvrir notre première usine, on est en train de monter le projet et là on a pu apprendre quel était le schéma industriel, comment fabriquer la pièce et on va ouvrir une usine beaucoup plus grande dans les prochains mois où là on va être capable de produire 3 à 6 lanceurs par an, ce qui va nous permettre de livrer nos premiers lanceurs. Et à la suite de ça, encore 4-5 ans après, on va passer sur une plus grande usine où là on va faire la montée en cadence et là on va être capable de vraiment livrer les lanceurs et être rentable. Et donc tous ces points clés, il y a pas mal de points à chercher, comment on finance la société et surtout comment on fait du chiffre d'affaires rapidement pour être capable de convaincre les investisseurs sur des sujets deep tech industriels. C'est pas facile, mais il y a des gens qui sont capables de le faire et notamment la commande publique qui nous a aidé, où l'État a acheté il y a un mois de ça nos premiers lancements. Donc aller chercher la commande publique pour être capable de financer un lanceur. On va y revenir après, je crois. Alors justement, en termes de fonds propres, comment vous avez pu avancer sur ces étapes lors du passage à l'échelle? Et j'ai une question subsidiaire pour faire aussi le lien avec la première table ronde. La collectivité locale en matière d'aménagement, etc. Alors la grande peur, c'est la chose qui n'existe pas, c'est la contrainte qui n'existe pas, qui ne rentre pas dans les cases, on ne sait pas comment faire et du coup ça peut rajouter du temps. Vous avez le droit de répondre par joker, mais est-ce que vous auriez un conseil justement pour comment avancer en terre inconnue avec la commune, le territoire, la ville, quand on est face à des activités qui sont pas forcément déjà implantées et qui sont assez nouvelles dans un document d'aménagement, par exemple. Donc les fonds propres peut-être, et puis la question... Alors, je vais commencer par la question d'implantation et c'était très important de jalonner notre implantation. Commencer par un premier laboratoire pilote pour montrer ce qu'on savait faire, montrer les technologies et quels étaient les risques. À la suite de ça, on monte progressivement en échelle sur une première usine pilote, toute petite usine où on va commencer à fabriquer et pour montrer comment on va faire et quels sont les risques liés. Donc vraiment jalonner au maximum les choses. Nous, on a eu la chance d'avoir énormément d'aides, que ce soit des régions, la région Île-de-France qui nous a fait un grand projet de R&D, à un moment où c'était un peu tendu d'un point de vue budgétaire, et ils ont su prendre le risque, ils ont su nous accompagner. Donc on a eu un gros soutien de leur part, on a eu aussi un très gros soutien de BPI sur la partie financière, mais aussi sur l'accélérateur. On a eu la chance de rentrer il y a 1 an dans l'accélérateur que Nicolas Etienne pilote, l'accélérateur Néo Startup Industriel, et là ils nous ont vraiment aidé aussi à comment on allait mettre en place la société, comment on allait structurer la société d'un point de vue humain pour être capable d'absorber de monter en croissance qu'on est en train actuellement de faire. Aujourd'hui, en début d'année, on était 45 dans la société, on sera 120 à la fin de l'année. Donc, c'est plus du tout la même société qu'on avait en début d'année et en fin d'année. Et donc là, BPI nous a vraiment aidé à structurer les différents départements de notre société, mettre en place les systèmes de management pour être capable d'absorber la croissance. Donc là, c'est vraiment l'État, via notamment BPI France, qui a pu nous aider à mettre en place la société. En parallèle de ça, ils nous ont beaucoup aidé sur la partie industrielle. Ils sont venus nous challenger sur comment on allait monter les lignes de production pour être capable derrière de discuter avec les villes et être capable de vraiment leur montrer le schéma d'usine. On est en train de faire quelque chose qui est nouveau. Alors, on a la chance d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus grand, qui s'appelle Ariane Group, en Île-de-France aussi. Mais la manière dont on conçoit les pièces chez Ariane Group et la manière dont on le fait chez nous, c'est pas exactement pareil. C'est pas les mêmes échelles de temps. Et donc là, on a eu un bel accompagnant de BPI France qui a su nous mettre les bons experts à notre portée pour être capable de concevoir le produit et être capable de voir comment on allait l'industrialiser. Et avant ça, avant de commencer avec BPI, on avait eu notamment la chance de travailler avec Air Liquide via Accélère, qui nous avait permis notamment de réaliser à ce moment-là, mettre en place toute la sécurité nécessaire pour être capable d'opérer nos bancs d'essai et donc d'arriver, lorsqu'on arrivait dans notre première usine, dans notre premier bâtiment, de réaliser tout ça en toute sécurité. Donc vraiment, d'aller chercher de l'accompagnement, que ce soit public et privé avec le groupe Air Liquide, public notamment avec BPI France, pour être capable de réaliser toutes nos opérations. Et du coup, chez InnovaFeed, effectivement, si on reprend les différentes étapes, la partie R&D, pilote et la partie first of a kind,
sur chacune des étapes, on va dire sur les 2 premières étapes, c'est-à-dire R&D et pilote, on a principalement bénéficié de fonds propres via des fonds de VC, donc des fonds de venture capital, qui étaient assez appropriés sur la taille des tickets dont on avait besoin et sur le niveau de risque qu'on présentait. Et bien sûr, effectivement aussi un appui fort de BPI et du public. Ensuite, sur la partie first of a kind, c'est là où on rencontre des challenges différents de par les tickets qui augmentent, en ayant quand même encore un profil de risque assez important et un horizon de rentabilité encore lointain. Donc là, effectivement, on a dû aller chercher donc des fonds différents qui ont des horizons de temps plus longs, que ce soit type family office, type fonds souverains et des partenaires stratégiques. C'est un point assez clé aussi, c'est intégrer aussi des partenaires stratégiques qui soient en amont, en aval de la chaîne de valeur, qui sont potentiellement des futurs partenaires commerciaux, des futurs partenaires industriels. Et du coup, c'est à cette étape-là qu'on a fait rentrer et ils ont participé du coup à nos fonds propres sur cette phase-là. Et je suis assez d'accord avec ce qui a été dit sur. En fait, c'est un ensemble de solutions publiques, privées, un ensemble d'actionnaires privés. C'est un ensemble, c'est un éventail de solutions qui nous permettent de construire à la fin, du coup, la masse critique dont on a besoin pour lancer notre usine. Et c'est pas, il n'y a pas une seule solution autour de nos fonds propres, mais c'est un ensemble de solutions, à la fois publiques et privées. Et par rapport à la question d'implantation, effectivement, l'industrie de l'insecte peut faire peur aux collectivités locales. Le vrai point et la manière dont on l'a abordé, c'est de s'introduire et de s'intégrer dans l'écosystème local, en créant ce qu'on appelle chez Innovafeed la symbiose industrielle. C'est-à-dire en se colocalisant à côté d'industriels existants, typiquement Tereos, donc une amidonnerie, présent à Nesle dans le département de la Somme. On est directement, si un jour si vous visitez le site de Nesle, vous verrez, on a directement une connexion à leur site. Idem sur un autre acteur qui nous fournit sa chaleur fatale, donc on est directement connecté via des tuyaux à leur usine qui nous permettent de récupérer à la fois nos matières premières et notre chaleur. Et ce modèle de symbiose industrielle, il permet du coup de dynamiser l'activité locale. Il permet de nous inscrire aussi dans une activité qui existait. Il nous permet aussi du coup d'avoir accès plus facilement à un bassin d'emploi et bien sûr aussi de bénéficier à la fois de gains économiques puisqu'on se source directement sur nos matières premières et notre énergie, mais aussi un gain et un impact environnemental bien moindre puisqu'on réduit toute la partie transport. Alors justement, on va en reparler un peu plus tard de cette symbiose industrielle. Avant cela, Yann et Jeanne, vous avez accompagné Innovafeed dans ce déploiement. Donc, quelles actions ont été menées de votre côté justement pour aboutir à ce use case Alors oui, j'ai eu la chance d'accompagner Innovafeed. On ne s'était pas rencontrés à l'époque, Enzo. Et quand j'avais rencontré Innovafeed, ils avaient que la première usine qui était à Gouzoko. Et donc le déploiement de la deuxième en fait sur Nesle arrivait. Et l'idée était de bien comprendre les enjeux qu'ils avaient derrière. Donc c'est-à-dire que quand on construit une usine, il faut toujours se mettre aussi en perspective de dire demain, voilà où est-ce qu'on veut aller, etc. Le rôle d'un conseil et d'un courtier aujourd'hui chez Willis, quand on accompagne aujourd'hui nos clients, je vais dire ça comme ça, ou nos industriels, c'est de bien comprendre toutes les phases. Donc, chez Innovafeed, pour que ce soit très parlant pour tout le monde, on a joué le rôle d'AMO, c'est-à-dire que dans assistance à maîtrise d'ouvrage, on les a accompagnés puisque quand ils ont élaboré leur plan d'usine, Enzo le soulignait, on a Tereos à côté. Et de mémoire, on a un chemin de fer aussi qui passe. Donc, ce qui veut dire que pour un assureur, une usine comme celle-ci, avec un voisin qui est Tereos, un chemin de fer qui passe, c'est no way, clairement. C'est de se dire que trop de risques pour eux, sur toutes les normes, etc. Donc, ce qu'on a fait, c'était de dire, bon, il faut qu'on limite la prévention. C'est quoi le risque majeur dans l'industrialisation que vous allez mettre sur leur activité principale?
on a du stockage en hauteur, on a beaucoup d'humidité. Pour un assureur aussi, c'est très compliqué. Donc, charge à nous de pouvoir, à travers les différents plans, trouver les solutions qui seront les plus, on va dire, les plus larges possibles. Parce que ne perdez pas de vue, c'est-à-dire que quand vous industrialisez, c'est que derrière, il faut qu'on puisse le vendre à un assureur et pas qu'un. Puisque vous ne pouvez pas être otage aujourd'hui avec un assureur A qui va vous accompagner. Et que demain, si les conditions de cet assureur ne vous conviennent pas, vous avez besoin d'aller voir ailleurs ce qui se passe aussi. Ça s'appelle challenger. Et tout le monde le fait aujourd'hui. Donc, l'objectif aujourd'hui dans l'accompagnement qu'on a fait, c'est que le cas chez InnovaFit, c'était d'avoir une ouverture qui soit la plus large et qui réponde à tous les critères des assureurs, ce qui nous permettra d'avoir derrière, de pouvoir jouer avec chacun d'eux et puis ou aller ce qu'on appelle, nous dire, de la co-assurance quand les montants à couvrir sont très, très importants. On n'a pas besoin que d'un, mais peut-être de 2 ou 3 assureurs. Mais pour cela, il faut répondre à un cahier des charges qui soit maximal. Donc, du coup, dans l'accompagnement que nous faisons, donc il y a cet aspect en amont où, effectivement, sur la partie des plans industriels que vous allez faire, on va venir mettre notre patte pour justement jouer sur tous les aspects incendie, perte d'exploitation et autres. Et derrière, ça ne va pas aussi s'arrêter là, puisqu'on a parlé d'ICPE, il y a aussi la garantie responsabilité civile atteinte à l'environnement. Quand demain, vous êtes un industriel, c'est une garantie qui est imparable, puisque aujourd'hui, c'est légiféré. Donc, il faut penser à tout ça et après, sur la chaîne des dirigeants. Donc, c'est tous ces points-là sur lesquels il faut absolument vous poser. C'est pour ça qu'on insiste, et chez Willis, quand on parle de conseil, c'est l'anticipation. Si j'ai un mot, moi, à reprendre là-dessus, pour tous, autant que vous êtes dans cette salle, vous allez sur de l'industrialisation, anticipez. Parce que si vous allez trop loin, trop vite, malheureusement, revenir en arrière est compliqué. Et derrière, pour vous, mine de rien, au lieu d'avoir une prime qui sera peut-être, je dis une bêtise, de 10K, elle sera potentiellement à 20. Donc, c'est tous ces sujets-là qu'on peut traiter en amont, avec notamment l'environnement autour, puisqu'aujourd'hui, effectivement, chez InnovaFeed, on a Tereos à côté. Il y a ce qu'on appelle basiquement le recours des voisins et des tiers. Il se passe un incendie chez vous, qui se propage chez votre voisin, donc là, chez Tereos. Quelles sont les conséquences pour vous? Ça, c'est le rôle aussi de votre conseil. Et c'est là où, justement, dans les contrats et l'accompagnement qu'on y met, c'est de venir vraiment en vision très 360 degrés, de se dire, OK, ça, c'est votre risque. Nous, demain, c'est de faire en sorte que tout ça ne soit plus un sujet pour vous et qu'on puisse anticiper l'ensemble des problématiques qui sont liées à votre activité qui pourraient arriver. Donc, on a clairement trouvé une solution pour se prémunir de l'échappée de mouches dans le voisinage. Ouais, non, mais il y a un point qui est très important, je pense, qui a été mentionné, c'est l'anticipation. Parce qu'effectivement, ça peut engendrer des primes plus élevées, mais ça peut aussi engendrer des surcapex qu'on n'a pas anticipé. Parce que si on prend, justement, dans l'anticipation, il faut le prendre assez tôt dans la phase de design, pour qu'on puisse faire des choix de design qui prennent en compte, typiquement, on parlait des risques incendie. Typiquement, la gestion du risque incendie, une usine de production d'insectes, c'est un peu comme un grand entrepôt Amazon. Et du coup, il faut intégrer ce risque incendie assez tôt. Et ça a des implications en termes de design au sein de cet entrepôt. Et si c'est pas pris assez tôt, en dehors des prix qui peuvent être plus élevés, ça peut engendrer aussi des modifications de design qui, quand elles interviennent à un stade plus avancé, coûtent assez cher. Bien sûr. On est passé quand même sur cette table ronde en introduction, on parlait de traverser de la vallée de la mort à symbiose industrielle. Donc, on a quand même franchi quelques étapes. Donc ici, on est chez Air Liquide. Accélère, c'est de mémoire une douzaine de startups, notamment qui travaillent sur, par exemple, l'hydrogène, que ce soit en production ou en usage. Je parlais d'impact et de responsabilité collective. Typiquement, ce qui se passe à Paris-Saclay et ce qui se passe précisément ici chez Air Liquide, ça a un impact énorme sur tous les territoires d'Île-de-France. Là, les Jeux Olympiques arrivent, il y a un fort besoin en matière d'hydrogène sur du transport intensif, donc type taxi. Donc, tout ce qui est en recherche et développement ou en production en région Île-de-France a un impact énorme. On parlait également d'Ariane Group, qui a largement... qui a été un atout majeur pour vous. Je parlais de la Cosmétique Valley tout à l'heure, typiquement sur un autre territoire, l'implantation de L'Oréal, c'est quand même un atout majeur pour accompagner les startups liées à la beauté et au bien-être plus largement. Peut-être Enzo, Antoine ou Alban,
la nécessité ou l'importance, mais presque la nécessité d'avoir une implantation à proximité d'une zone dynamique ou d'un grand groupe. Comment vous le voyez? Comment on peut, quand on n'est pas déjà adossé à un grand groupe, chercher à s'y adosser et au-delà de ça, envisager des perspectives et peut-être accélérer plus rapidement encore grâce à ça? Je l'ai un peu mentionné tout à l'heure et Antoine l'a très bien résumé. Le développement d'une startup, elle passe par différentes étapes. On lève tout d'abord avec un prototype le risque R&D, avec le pilote le risque marché, puis on commence à réfléchir à l'industrialisation de notre technologie. Ce qui est assez marquant chez les startups industrielles, c'est que en général, ces deux premiers risques, ils sont assez bien. Enfin, l'expertise est présente chez les fondateurs. La phase d'après d'industrialisation, on fait face à des nouveaux risques d'exécution, de construction, de montée en cadence de lignes de production, de nouvelles contraintes administratives et j'en passe. Cette expertise, elle est un peu moins présente dans l'équipe fondatrice généralement et même chez le C-Management. Donc évidemment, nous en tant que fonds d'investissement, on essaie d'anticiper ces risques et de les accompagner là-dessus. On met à disposition notre réseau d'experts. On essaie de faire intervenir des bureaux d'études ou d'ingénierie. On essaie de recruter avec le management les bonnes personnes. Mais l'industrialisation de la technologie, il y a des gens qui le font depuis des années, voire des siècles en France. C'est les grands groupes. Et on a un super réseau et tissu industriel en France pour lesquels les startups peuvent s'appuyer dessus et venir s'aider de ces grands groupes industriels pour venir accélérer l'industrialisation de la techno, parce qu'en fait toutes ces contraintes-là, ils les ont au quotidien et industrialiser une techno ou un produit, ils le font tous les jours. Il y a évidemment un intérêt aussi pour le grand groupe, qui sont souvent des gens qui essaient d'innover, mais l'innovation, je pense qu'elle est jamais mieux faite qu'auprès de nos startups. Et donc eux aussi, ils ont un intérêt de venir innover grâce aux startups. C'est souvent des gros animaux, donc il y a une certaine légèreté chez la startup et faire les choses plus rapidement, qui puissent aider aussi le grand groupe à venir innover, à venir sortir des produits bien plus rapidement sur le marché et à venir gagner des parts de marché. Il y a un chiffre qui est assez flagrant, mais je pense que les grands industriels l'ont assez bien compris. En 2022, il y a 5 milliards d'euros qui ont été investis dans les startups dites industrielles. Sur ces 5 milliards, il y a 1 milliard d'euros qui vient de grands groupes industriels. Et je pense qu'il y a tout un écosystème à venir créer. Nous, on essaie de le faire chez Innovacom. Donc là, j'ai mentionné tout à l'heure le fonds de la région, mais nous, on a des fonds qu'on investit par ailleurs qui sont majoritairement issus de grands groupes industriels. Donc, nos souscripteurs, c'est les grands groupes, parce qu'ils viennent chercher de l'innovation, et on essaie de faire créer de la valeur et des synergies entre ces groupes. Un exemple qui a été récemment fait chez nous, on a investi dans une startup qui s'appelle Warm Sensing, qui développe des nouvelles générations de capteurs ultrasensibles. Et un de nos souscripteurs, c'est Soitec. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un grand acteur du semi-conducteur français spécialisé sur le silicium. Et donc, il y a des gens qui sont venus de Soitec pendant plusieurs jours pour venir aider à implémenter la première ligne pilote chez Warm Sensing et venir les alerter sur certaines choses, les mettre en relation avec les bons fournisseurs, les bonnes machines, pour pas qu'ils se trompent, pour pas qu'il y ait de surcapex et pour accélérer et aller le plus vite possible, parce que le temps est quelque chose qui est très important et pour les investisseurs et pour les startups. Non, pour nous, c'est très important de s'implanter proche des grands groupes. C'est très important aussi de définir la collaboration au départ et de définir jusqu'où on veut aller, et de bien avoir des jalons, des comités de pilotage au fur et à mesure pour être capable de jalonner ça, comme la collaboration peut très bien se passer ou peut arriver à des moments bloquants, et d'être aussi capable, quels sont le but du grand groupe aussi derrière. Il y a les grands groupes privés, mais nous aussi, on travaille aussi depuis peu avec les grands groupes publics. Indirectement, on travaille avec on fait des sites d'essai, on a besoin de sites d'essai pour nos moteurs, et donc on s'implante avec la DGA sur un site d'essai missile pour être capable de mettre en place nos bancs d'essai. Donc aussi, on travaille beaucoup avec le public d'une manière générale, qui ont des moyens qui nécessitent d'être amortis et qui attendent qu'une chose, de les mettre à disposition. Donc je pense qu'un des conseils que j'aurais donné, c'est pas de les sous-estimer. Ils sont compliqués à approcher souvent,
Mais maintenant, ils essayent de mettre en place les choses et il y a des bornes de contact, que notamment la French Tech peuvent vous donner sur ces différents. Bien sûr, la première table, peut-être. Non, allez-y. Bon, peut-être juste un dernier élément. Effectivement, il y a plusieurs nuances. On va dire peut-être la symbiose industrielle est un peu le rapprochement le plus fort, puisqu'on est directement dans un partenariat très fort et très engageant des deux côtés. Mais ça commence déjà, premièrement, avec du support à de l'expertise, du déploiement ou de la co-construction de programmes de R&D, tirant profit des expertises, mais du coup dans un cadre plus long terme. Et ensuite, ça peut continuer effectivement avec du déploiement industriel ou de la colocalisation, type ce qu'on fait chez Novafid avec la symbiose industrielle. Je disais justement que sur la première table ronde, on a parlé de personnes, question de personnes. Alors là, il y a différentes échelles et on a un peu fait le tour toute la matinée. Mais peut-être un dernier point et après on reprendra quelques questions. Pour changer d'échelle justement et revenir aux personnes, est-ce qu'il y a d'autres types de services et d'experts, peut-être d'ultra proximité, parfois même intégrés à l'entreprise, incontournables justement pour lancer et garantir cette dynamique de première usine? Peut-être, Yadijane, commencer par les experts RH et parler on est dans un champ lexical de parcours du combattant, mais il y a aussi la guerre des talents. Comment, de ce point de vue-là, on peut s'entourer? Oui, alors, je vous ai parlé de façon très industrielle tout à l'heure sur l'accompagnement que Willis a. Donc, typiquement sur ce qu'on appelle des risques d'entreprise, l'usine, etc., sur le fond. Et il y a le côté, effectivement, des talents. Quand demain, on industrialise, il faut embaucher. Et c'est pas chose facile parce qu'aujourd'hui, les entreprises, tu le soulignais, la guerre des talents, il faut, excusez-moi le terme, mais il faut séduire un peu nos talents. Et du coup, comment ça se passe, hein? C'est très simple. Je sais qu'on a aussi travaillé pour Innovafid là-dessus. La question, c'est de se dire, en gros, voilà, aujourd'hui, je suis dans tel secteur d'activité. Je recherche aujourd'hui des ingénieurs, des cadres et des ouvriers. Et dans mon secteur d'activité, dans telle région, quel est le salaire moyen qui est proposé? Et donc, c'est aussi de se mettre là-dessus parce que la transparence de rémunération va arriver aussi en France. Donc, à un moment, il va falloir s'y coller et être très clair dans le discours qu'on veut apporter et ce qu'on fait chez Willis. Donc, on a toute une équipe là-dessus qui s'appelle Talent and Rewards qui accompagne nos collaborateurs là-dessus, nos clients et industriels là-dessus. Donc, on va rechercher des talents où on va arriver avec déjà par CSP, avec les montants des rémunérations cohérentes pour pouvoir être dans le marché. Ça, c'est le premier point. Derrière, ce qui a lieu de faire, c'est de se dire comment je vais attirer des talents. Aujourd'hui, on est sur une usine. Est-ce qu'on peut parler de télétravail? Un peu compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre en avant, pour pouvoir attirer nos talents? Donc, ça passera évidemment par plein de sujets. Ce qu'une entreprise peut faire, à savoir parler de frais de santé, donc votre mutuelle, parler de prévoyance, parler d'épargne retraite, parler de bien-être au travail, comment l'entreprise aujourd'hui voit comment elle va pouvoir attirer ses talents. En fonction de la tranche d'âge, certains vont plutôt préférer, si on est sur des catégories cadres, ingénieurs, avoir 1 ou 2 journées de flex office, etc. Donc, c'est tous ces sujets-là qu'on va emmener. Alors, un exemple qui est très simple. Quelqu'un aujourd'hui qui gagne 30K par mois, c'est uniquement ce qu'il va voir. En disant, oui, moi, mon entreprise me paye 30K, donc j'en ai un peu ras-le-bol, je vais essayer d'aller voir ce qui se passe ailleurs. On pousse les entreprises à se dire, attention, le collaborateur uniquement voit les 30K, mais allez plus loin. Pensez à ce qu'on appelle un bulletin social individuel. Qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, pour certains, on est dans des entreprises. Qu'est-ce qu'on y met? Quand vous accompagnez un collaborateur, vous lui payez sa mutuelle, vous lui payez sa prévoyance, vous lui payez sa retraite, s'il y a un régime qui est mis en place, ticket restaurant. Tout ça, ce sont des avantages que le collaborateur ne voit pas à la fin du mois sur sa fiche de paie. Donc, au lieu d'être à 30, potentiellement, il est peut-être à 35, 37, 40, puisqu'en fonction des entreprises, il y a différents autres avantages qui sont portés. Ce qui veut dire que quand votre collaborateur, là où il est en position de se dire « je ne gagne que 30K par mois », finalement, avec ce bulletin social individuel, il voit tous les avantages qui sont listés, et de 30, on va potentiellement passer à 37.
Et pour vous, c'est un atout marketing, je l'entends, mais c'est important de le dire et pour que le collaborateur se rende compte qu'il a un employeur qui l'accompagne. Et dans le cadre justement de la guerre des talents qu'on va avoir, c'est de le valoriser là-dessus. Et c'est de dire, bon, voilà, il n'y a pas que effectivement ce qu'on touche à la fin du mois, mais il y a tous ces avantages sociaux qui sont nécessaires aussi et qui sont présents. Donc pensez-y, et puis si vous avez besoin d'être accompagné là-dessus, n'hésitez pas, on est à votre disposition pour ça. Et puis toujours se rapprocher, y compris dans la guerre des talents, puisque l'emploi est essentiel pour les territoires. Je le disais sur la première table ronde, mais ça va mieux en le redisant. Des services développement économique et emploi, formation des villes et des territoires, c'est extrêmement important. Ils auront aussi beaucoup de clés à donner parce qu'ils ont un atout majeur aussi, c'est qu'ils connaissent bien leur territoire, leur ville. Et donc, c'est différent aussi d'une implantation à l'autre. Il peut y avoir certaines spécificités. Enzo, peut-être sur l'aspect légal et réglementaire, est-ce que des services ou experts, intégrés ou non, sont Je pense que à propos? de par le fait qu'on crée donc une industrie qui n'existait pas, les normes n'existaient pas, enfin ou du moins elles s'appliquaient pas forcément à nous. Donc il y a eu pas mal de travail là-dessus qui a été fait chez Innovafeed. Alors c'est pas forcément des services privés, c'est pas mal de services publics aussi, notamment France Expérimentation qui peut vous aider à faire évoluer des normes ou à vous mettre dans des dispositifs spécifiques avec du coup des normes assouplies ou adaptées à votre activité. Et ensuite, il y a une autre chose qui a été importante, c'est du coup de travailler en filière. On parlait de Cosmetic Valley, nous on parle de Insect Valley au sein des Hauts-de-France. Mais parler d'une seule voix au niveau national puis au niveau européen est assez important pour du coup pouvoir faire bouger et pouvoir ajuster les normes, les réglementations qui ne sont pas forcément adaptées à des marchés innovants. Donc voilà, le regroupement ou du moins la consolidation des acteurs sous la forme d'une filière avec une seule voix unifiée est assez importante pour être efficace sur ces sujets réglementaires. Merci beaucoup Enzo. Et enfin peut-être pour aller sur l'aspect sécurité, matières premières, machines, maintenance, voilà des sujets qui vont être essentiels déjà dans la conception du projet, mais aussi dans l'accompagnement. Véronique et Antoine, peut-être un dernier mot sur cette partie d'accompagnement, peut-être à travers des bureaux d'études ou Alors nous, sur la partie réglementaire, se rapprocher rapidement d'un cabinet ICPE, c'est un sujet qui est très important pour comprendre sur quel seuil on est, est-ce qu'on va être en déclaratif, est-ce qu'on va être soumis à autorisation, ce qui va nous permettre de définir notre politique d'assurance demain, mais rapidement de se rapprocher de ces experts qui font peur souvent, mais s'en rapprocher le plus tôt, c'est un des conseils que j'aurais à donner. Et sur les machines, bien définir les maintenances, mettre en place une équipe de maintenance rapidement en interne, c'est un sujet qui va être nécessaire dans les startups au fur et à mesure elles vont évoluer. Et donc, du coup, plutôt du côté bancaire, en fait, nous, c'est très important de l'aspect réglementaire, parce qu'on a vu des dossiers aller au tapis justement pour des changements de réglementation ou pour pas d'anticipation sur ces réglementations, et c'est quand même dommage. C'est vraiment dommage. Et puis, par rapport aux machines, ben, en fait, on n'en a pas parlé, mais en dehors du crédit moyen terme que vous pouvez avoir pour compléter votre tour de table en levée de fonds, on a ce qu'on appelle le financement de crédit bail, qui souvent va venir et intervient au moment de le montage de votre usine, puisque vous avez la possibilité de financer vos machines par le crédit bail. Mais comme souvent, ce sont des choses un peu novatrices, eh bien, on a effectivement ce risque matériel qui arrive derrière et se dire, bon, bah, OK, si jamais il y a quelque chose, comment on va faire pour ça? Et donc, on revient sur l'assurance, on revient sur la réglementation, on revient sur la qualité des machines. Et en fait, c'est un cercle vertueux. Et c'est pour ça que tout ce qui a été dit ici a vraiment un impact pour vous, pour la fiabilité et puis l'avenir de votre entreprise. Merci beaucoup. Donc, à cœur vaillant, rien d'impossible. En tout cas, on a essayé ce matin de donner toutes les clés, que ce soit sur la sphère publique, privée, mais aussi justement ces partenariats publics-privés et ces alignements des planètes qui vous permettent de développer votre projet dans les conditions les plus sereines possibles et finalement aussi de traverser les écueils, parce qu'il y en aura, mais de la manière la plus accompagnée, la moins seule et la plus sereine possible.
Et de toute manière, comme je le disais en introduction, c'est vraiment une responsabilité collective et on fait tous partie de cet enjeu d'industrialisation, de néo-industrialisation, de réindustrialisation internationale. Et puis, il ne faut pas oublier que il y a aussi des entreprises étrangères qui recherchent beaucoup de foncier en Île-de-France et qu'on a aussi besoin d'aller vite sur le développement des industries souveraines. Peut-être un temps de questions-réponses. Oui, comme tout à l'heure, le temps de 1 ou 2 questions. Bonjour à tous, je suis Flaubert Tagu, je suis de la société FLK-Tech. Alors, je suis porteur de projet aussi, pas vraiment dans l'industrie, mais surtout pour accompagner éventuellement les entreprises. Et j'ai vraiment une passion pour tous ceux qui font de l'industrie, c'est pour ça que c'est un petit peu ma cible, c'est pour ça aussi que je suis là. Et la question en fait que je voulais vous poser, c'était surtout par rapport à la R&D qui parfois, lorsqu'on la commence, va en fait aller aussi au niveau de l'innovation par la suite au courant de la vie de l'entreprise, parce qu'on ne va pas uniquement faire que de la R&D, on va aussi essayer d'améliorer les process au fur et à mesure. Les deux apportent plus ou moins le même résultat, mais chacune a un coût. Et comme vous l'avez précisé, effectivement, il y a les investisseurs qui vont regarder, il va aussi avoir toutes les partenaires que vous allez avoir. Et au courant de la vie de votre entreprise, vous allez sûrement avoir des produits que vous allez développer qui vont être proches de ceux de vos concurrents. Et j'aimerais savoir aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà identifié ces éléments-là et si vous avez fait un benchmarking et éventuellement, si vous avez des informations, vous, dans vos process, sur les méthodologies éventuelles que vos concurrents font, parce que ce sont des sujets sur lesquels je m'attache pour pouvoir mieux aiguiller les entreprises, avoir les meilleurs process possibles. Donc, c'est juste pour comprendre un petit peu votre fonctionnement, savoir comment est-ce que vous travaillez. Merci. Ouais, effectivement, je pense que la différence entre R&D, innovation ou optimisation de process, de par le fait qu'on soit une industrie nouvelle, en tout cas chez Innovafeed, on va dire qu'au début, tout est de la R&D. Il n'y a pas de frontières dans le sens où tout ce qu'on développe est nouveau. Donc ça, c'était un premier point. Et un second point par rapport à votre question. Effectivement, il est assez important de bien définir, et ça fait partie aussi du travail que je fais avec le CTO, de bien définir les axes stratégiques d'investissement en R&D et innovation, qui soient clairement définis entre des aspects long terme, qui effectivement vont pas avoir de retombées économiques à court ou moyen terme, d'être assez clair aussi avec les investisseurs là-dessus, c'est-à-dire que c'est des paris qu'on fait pour l'avenir, aussi de chiffrer assez concrètement combien ça coûte à l'entreprise de faire ces paris-là, et pourquoi on fait ces paris-là, parce qu'on pense que après demain, ce sera vraiment différenciant et ce seront des éléments distinctifs pour notre modèle. Et ensuite, de focaliser du coup le reste de l'effort R&D innovation sur démontrer notre modèle et démontrer typiquement tout ce qui est le passage à l'échelle. Et du coup, là, on est peut-être plus proche de l'innovation. Mais du coup, effectivement, au sein de l'entreprise, il est assez clair de différencier les deux et d'être assez transparent sur que coûte à l'entreprise, typiquement le long terme, le moyen terme, le court terme, pour être aussi plus efficace dans le delivery du coup des projets R&D et innovation, et qu'ils aient un réel impact court terme, moyen terme, long terme. Merci. Écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de cette matinée. Je tenais tout d'abord remercier l'ensemble des intervenants de cette seconde table ronde. Vous pouvez les remercier. Encore un grand merci à Camille qui a su modérer ces deux tables rondes de manière très complémentaire. C'était pas un exercice très facile avec cette multitude d'acteurs. Vous l'aurez compris, tous ces acteurs sont à votre écoute. L'équipe opérationnelle d'Alexandra côté French Tech Grand Paris et notre équipe opérationnelle côté French Tech Paris-Saclay est bien entendu aussi à votre écoute. N'hésitez pas à venir vers nous pour qu'on puisse vous remettre soit les coordonnées des uns et des autres, soit vous relayer, en tout cas vous aiguiller vers le bon interlocuteur. Merci aussi à votre participation et puis à très
très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous.